la maison de 500 000 € que mes parents m'avaient offerte. Ma belle-mère y a installé ma belle-sœur pour ses suites de couches et s'attendait à ce que je sois sa servante. Mon mari lui a montré la porte. Ma femme n'est pas votre bonne. Sortez de ma maison immédiatement. Il y a des humiliations qui ne viennent pas avec une gifle, mais avec le bruit d'une valise qui roule sur le carrelage de votre propre maison. Cette nuit-là, j'ai serré contre moi le coussin de notre mariage, debout, caché près de la porte de la chambre, et lu, pour regarder ma belle-mère étaler le plus naturellement du monde des draps neufs pour ma belle-sœur, le lit dans lequel mon mari et moi avions dormi, mon armoire, ma coiffeuse, et même la photo de notre mariage accrochée au mur. Tout était soudain devenu encombrant aux yeux des autres. Ma belle-mère a pointé du doigt le bout du couloir avec une voix d'un calme effarant. « Marie, installe-toi pour le moment dans le débarras du fond. Isabelle est sur le point d'accoucher. Elle a besoin d'une chambre bien aérée. Entre, belle-sœur. On peut bien faire un petit effort, n'est-ce pas ?» Je suis restée, paralysée. Le fameux débarras dont elle parlait était en réalité la petite réserve où je stockais ma farine. Mes moules à pâtisserie, mes boîtes en carton, mes rubans décoratifs et plusieurs sacs de matières premières, l'odeur de beurre, de vanille et de carton s'y mélangeait. Pour une petite sieste, cela pouvait passer, mais nous obligeait, mon mari et moi, à y déménager pour dormir. C'était ni plus ni moins que chasser les propriétaires de leur propre maison. Mais à cet instant, je n'ai pas osé répliquer. J'avais peur qu'on me traite d'insolente. J'avais peur que ma belle-sœur, avec son ventre énorme, ne fasse une mauvaise chute à cause du stress, et j'avais peur de mettre mon mari dans une situation inconfortable, lui qui travaillait loin sur un chantier et qui entrerait épuisé. Je me suis répété ce mantra très commun chez beaucoup de femmes. Pour acheter la paix, on accepte tout. Je n'aurais jamais imaginé que te faire des concessions pour avoir la paix n'apporte pas le calme, mais ne fait que nourrir l'avidité des autres. Je m'appelle Marie. Cette année-là, j'avais 33 ans et j'étais mariée. Depuis 5 ans, mon mari s'appelle Julien. C'est le fils cadet de Monique. Il osale, est technicien en froid, industriel. Un jour, il est sur un chantier. Le lendemain, sur un autre. Et parfois, il part à l'aube pour ne rentrer que tard dans la nuit. Julien n'est pas un homme riche ni un grand bavard, mais il est honnête et un travailleur. Son salaire, ajouté au bénéfice de ma petite pâtisserie, nous permettait de vivre tranquillement sans rien demander à personne. J'avais ouvert une petite pâtisserie au rez-de-chaussée de ma maison. Enzera, en réalité, c'était juste un petit comptoir vitré à l'avant. Et derrière, mon laboratoire, avec le four et le plan de travail, je prenais les commandes de tout, le quartier, des gâteaux d'anniversaire pour les enfants, des fraisiers pour les anciens, des tartes aux pommes pour les fêtes du quartier, des millefeuilles, des éclairs au chocolat. Chaque matin, la maison sentait le beurre et le sucre. Parfois, un client venant chercher une commande me voyait manier la pocha, douille et me disait que j'avais de l'or dans les mains, que mes gâteaux semblaient aussi honnêtes et généreux que la personne qui les faisait. Entendant cela, je souriais. Une femme qui tient un petit commerce chez elle devient pas riche, mais gagner chaque euro de ses propres mains procure une immense sécurité. Cette maison à 2 étages, estimée à 500 000 €, était un cadeau exclusif de mes parents après le mariage. Mon père s'appelle Louis et ma mère, Catherine. Ils vivent dans un village des Cévennes où ils ont tenu l'épicerie de à la place toute leur vie. S'il pleuvait, ils baissaient le store. S'il faisait soleil,
Il cuisait sur place en comptant les bouteilles d'huile, les paquets, cas de lentilles et les kilos de sucre. Mes parents ne sont pas riches. L'argent, pour ma maison, venait de la sueur de décennies de travail, ajouté à la vente d'un terrain que mes grands-parents leur avaient laissé. Le jour où ils ont vendu la terre, ma mère a pleuré toute l'après-midi. Vendre le patrimoine des ancêtres, ça fait mal, m'a-t-elle dit. Mais savoir que notre fille mariée, loin d'ici, aura son propre toit pour s'affirmer, c'est ce qui nous donnera la paix pour fermer les yeux lors de la signature chez le notaire. Mon père a été très méticuleux. Une donation en bonne et due forme, tout dans les règles. L'acte de propriété était à mon seul nom. Julien était présent ce jour-là. Je me souviens parfaitement qu'il portait une chemise bleue un peu usée au col. Assis à côté de mes parents, quand le notaire a fini de lire, il s'est tourné vers mon père et a dit posément que c'était juste que la maison soit à mon nom et que lui, en tant que mari, ou c'est que ferait un devoir de prendre soin de ce foyer avec moi, sans jamais réclamer ceux qui m'appartenaient. Mon père n'a fait qu'opiner du chef. C'est un homme de peu de mots, plus habitué à peser la marchandise qu'à exprimer ses sentiments, mais de retour à la maison, il m'a prise à part sous le porche, m'a tendu le trousseau de clés et m'a prévenu. Marie, le jour où nous t'avons donné cette maison, et n'était pas pour que tu te sentes supérieure à ton mari, ni pour que tu méprises sa famille. Nous te l'avons donnée pour que, si un jour la vie tourne mal, Asentu est un endroit où te tenir droite. Une femme peut être bonne, mais pas au point à de se laisser placer n'importe où par n'importe qui. Sur le moment, Yairi, et lui ai dit qu'il voyait toujours le pire, et que Julien m'aimait énormément. Il m'a regardé avec un mélange de tendresse et de tristesse. Qu'il t'aime, Chest, tu bien. Mais n'oublie jamais qu'une maison est un foyer, mais c'est aussi une frontière. Les gens respectables savent s'arrêter devant cette frontière. Je n'ai pas saisi toute la portée de ces mots. Je pensais qu'avec un bon mari, une maison à moi et un métier, ma vie était plus qu'assurée. Je continuais d'aller au repas de famille le dimanche. J'apportais toujours un cadeau à ma belle-mère pour son anniversaire ou pour Noël, bien que parfois Monique fasse des allusions au fait qu'après 5 ans de mariage, nous n'avions toujours pas d'enfants. Je me contentais de baisser la tête et de laisser couler, mais plus la lumière brillait dans ma maison, plus il était facile pour l'ombre des autres de s'y projeter. Ils ne sont pas entrés chez moi en criant. Ils sont entrés avec une excuse qu'il m'était impossible de refuser. Ma belle-sœur était sur le point d'accoucher. Sa maison était un four en été. Et ma belle-mère voulait l'amener chez moi pour ses suites de couches pendant quelques semaines. Et à partir de ces 2 mots, quelques semaines, ma vie a pris un tournant qui, aujourd'hui encore, me fait trembler. La maison de ma belle famille se trouvait dans une ruelle du vieux centre de Cartil, Montpellier. À quelques kilomètres de la nôtre, c'était une petite maison avec un toit basse. En plein été, y entrer, c'était comme entrer dans une étuve. Ma belle-mère y vivait avec mon beau-frère Antoine, ma belle-sœur Isabelle et le petit Léo, leur premier fils. Monique a eu 2 garçons. Antoine, l'aîné, vendait de l'électroménager. Il parlait toujours de grandes affaires, mais ses finances étaient un perpétuel yo-yo. Mon mari était le petit dernier. Depuis notre mariage, il s'était installé dans la maison que mes parents m'avaient offerte. Monique n'était pas le genre de belle-mère à détester sa belle-fille au premier regard. Au début, elle était affable. Surtout parce que je savais faire des gâteaux.
Elle se vantait même auprès des voisines en disant que sa petite, belle-fille avait de l'or dans les mains. Pour une jeune mariée, un mot tient-il, de sa belle-mère est un baume. La première vraie fracture entre Monique et moi n'a pas été une question d'argent, ni à cause de la maison de 500 000 euros. C'était à cause du fait que je n'avais pas d'enfant. La première année, elle le disait avec douceur, « Prenez votre temps. Profitez d'être à deux. » La deuxième année, les questions se sont faites plus fréquentes. La troisième année, les questions sont devenues des soupirs chaque fois que j'allais manger chez elle et qu'elle voyait le petit Léo courir dans la cour. Elle le prenait dans ses bras, le couvrait de bisous, puis me lançait un regard. Une maison a besoin d'enfants pour avoir de la chaleur. Une maison si grande, lumineuse, sans enfants, c'est aussi froid qu'une cheminée éteinte. Il faut un sourire. Isabelle, assise à côté de moi, ajoutait son grain de sel, disant qu'avec tout mon travail à la pâtisserie, l'odeur du beurre m'était montée à la tête. Toute la table riait. Seule, je sentais un nœud dans ma gorge. Le petit, salé aux lentilles, que ma belle-mère avait cuisiné, ce jour-là avait un goût amant. Julien savait que j'étais triste. Sur le chemin du retour, il m'a pris la main. Il a fini par en parler à sa mère, lui demandant d'arrêter. Monique s'est tue, devant lui, mais dans mon dos, elle a murmuré que c'était un fardeau. Ces fils d'aujourd'hui qui font passer leur femme avant leur mère, j'étais en train à faire la vaisselle. J'ai entendu chaque mot. Plus je cédais, plus elle me croyait malléable. Aux yeux de Monique, Isabelle était la belle-fille parfaite. Elle avait donné, à naissance à Léo, le premier petit-fils. Son statut avait grimpé en flèche. Elle pouvait se lever tard, à se plaindre. On laissait la vaisselle sale. Ma belle-mère se tournait vers moi pour me dire qu'Isabelle se sacrifiait pour cette famille, que je devais l'aider. J'aimais sincèrement le petit Léo. Je lui achetais en vêtements, des jouets, et je donnais même parfois de l'argent à Monique pour faire de belles courses. Mais l'affection à sens unique fatigue. J'ai commencé à réaliser que la balance n'était jamais équilibrée. Quand Isabelle a annoncé sa deuxième grossesse, il y a eu une fête dans la maison. Monique a préparé un grand repas. J'avais apporté un beau gâteau. Audechnarius, tu moment de trinquer au champagne. Monique m'a regardé et a lâché devant tout et monde qu'au final, ce qui différenciait une femme d'une autre, c'était sa capacité à donner des enfants à la famille de son mari. Personne n'a rien dit. Julien est resté la fourchette en l'air. J'ai posé mes couverts. Isabelle a baissé la tête en souriant et a dit à sa mère de ne pas exagérer pour ne pas me rendre triste. Le soir, dans notre patio, Julien m'a simplement mis la main sur l'épaule pour s'excuser. J'avais peur qu'un jour, tout mon effort et ma patience ne deviennent rien aux yeux de ma belle famille. Simplement parce que je n'étais pas mère. Ce mois de juin-là, Montpellier brûlait. À 8 heures du matin, l'asphalte, à devant chez moi, dégageait déjà une chaleur étouffante. J'avais une commande spéciale. Un gâteau à 2 étages pour les 75 ans de la mère de Madame Lambert. Une voisine, pendant que j'étais concentrée sur les pétales en crème. Le téléphone a sonné. C'était Monique. Sa voix était précipitée. Demain, j'amène Isabelle chez vous pour ses suites de couches. Ici, il fait trop chaud. La maison est grande chez toi et il y a la climatisation. Elle va rester quelques mois pour se remettre. Ma main s'est figée. J'ai gardé le silence. Les suites de couches. Chesdou, sérieux? Une femme qui vient d'accoucher a besoin de calme et de propreté. Aïe, maison avait la pâtisserie au rez-de-chaussée. Des clients.
des fournisseurs. La farine partout. J'ai baissé la voix et j'ai suggéré que nous pourrions plutôt l'aider à payer une aide à domicile ou louer une chambre dans une résidence. Médicalisée près de l'hôpital, le ton de Monique a changé immédiatement. Elle m'a accusé de mépriser la famille de mon mari parce que la maison venait de mes parents. D'avoir une maison de 500 000 € et de faire des manières. J'ai avalé ma salive et j'ai dit que ce n'était pas le problème, mais que notre chambre à l'étage contenait toutes nos affaires personnelles et nos documents. Monique m'a coupé la parole. Les documents, ça se range, c'est la chambre là, plus spacieuse avec la clim neuve. C'est parfait pour Isabelle. Mon Sangna, on fait qu'un tour. Elle ne voulait pas seulement amener ma belle-sœur. Elle réquisitionnait notre chambre. J'ai supplié de pouvoir en parler avec Julien le soir même, elle Orizzone, que me demandant depuis quand une belle-mère devait demander l'autorisation à sa belle-fille. J'ai appelé Julien sur son chantier à Latte. Il a dit qu'il essaierait de rentrer plus tôt et m'a demandé de ne pas discuter avec sa mère car Isabelle était sur le point d'accoucher. Ce ne discute pas m'a fait l'effet d'une injonction à céder. Le soir même, j'ai reçu un SMS de ma belle-mère. Demain, matin j'amène Isabelle. Commence à vider la chambre. J'ai compris à ce moment-là que la frontière d'une maison n'est pas la porte d'entrée, mais le moment où les autres cessent de vous considérer comme la maîtresse des lieux. Je me suis levée à 5 heures du matin, sans avoir fermé l'œil. Je n'ai pas à vider notre chambre. J'ai préparé le salon avec soin. À 7h30, Arla, sonnette a retenti. Monique était là, avec Léo d'une main, des sacs énormes, une à valise à roulettes, et Isabelle se tenant le ventre. Elles sont entrées comme si le simple fait d'ouvrir la porte leur donnait le droit de tout organiser. Lesquels, tout petit Léo, a couru vers mes boîtes de rubans. J'ai demandé doucement qu'il ne touche à rien. Et Monique m'a foudroyé du regard. Isabelle s'est assise sur le canapé, épuisée, demandant un verre d'eau. Pendant que j'allais chercher l'eau, Monique pointait déjà l'escalier, demandant à voir notre chambre. J'ai essayé d'expliquer que j'avais préparé le salon, que c'était propre et climatisé, et que si Isabelle avait besoin de calme, nous pouvions financer une résidence. Monique a explosé, m'accusant d'avoir toujours l'argent à la bouche et de vouloir les installer dans le passage. Isabelle a pris une voix suppliante, disant qu'elle partirait dès qu'elle irait mieux. Dans quelques semaines, j'ai dit que je devais appeler Julien. Monique m'a arraché à mon trousseau de clés des mains avec une brusquerie qui m'a glacée. Elle est montée, a ouvert notre chambre et a commencé à donner des ordres. Anna devait apporter des draps propres, ranger nos coussins, vider mon côté d'eux, l'armoire. J'ai proposé d'amener un portant sur roulette. Elle m'a traité de maniaque. J'ai baissé la tête. J'ai rassemblé mes affaires de toilette. Nos documents personnels. En passant devant la photo de notre mariage, je me suis arrêtée. Je n'aurais jamais cru devoir quitter ma propre chambre les bras chargés de mes oreillers. Je me suis installée sur un fin matelas dans le débarras de la cuisine, entourée de sacs de farine et de moules en inox. L'odeur familière du sucre m'étouffait. En haut, j'entendais les meubles bouger. J'ai compris une vérité douloureuse. Parfois, on n'a pas besoin de vous voler vos titres de propriété pour vous prendre votre maison. Il suffit qu'ils entrent, donnent des ordres, et que vous taisiez. Les 3 premiers jours, je me suis dit qu'il fallait être patiente. Les lendemain de leur arrivée, à 5h30, ma belle-mère a frappé violemment à la porte du débarras pour que je prépare un bouillon de volaille. Je devais monter une crème chantilly pour une commande, et l'odeur du bouillon risquait de tout gâcher. J'ai demandé à changer d'horaire.
Elle m'a accusé à faire passer mes gâteaux avant la santé de ma belle-sœur. Plus tard, Isabelle m'a demandé de laver sa serviette qui sentait la sueur. Elle se servait de mes armoires, portait mes gilets et avait même entamé une cure de gelée royale que ma propre mère m'avait envoyée quand je lui ai demandé de me consulter avant d'ouvrir mes placards. Ma belle-mère est intervenue, m'accusant d'être mesquine, malgré ma maison de 500 000 €. Le sommet a été atteint un matin pluvieux. Je rentrais d'une livraison. Et je trouvais la porte du salon grande ouverte. Dans le coin le plus lumineux, il avait une petite console avec les photos de ma famille. Mes parents et grands-parents. Ce n'était pas un hôtel, juste un petit meuble avec un vase que je changeais chaque semaine. C'était mon coin pour me rappeler que la sueur de mes parents était dans chaque brique de cette maison. Mais ce jour-là, la console avait été poussée contre le mur de l'escalier. À sa place, il y avait le berceau, des couches et des biberons. J'ai demandé pourquoi elle avait bougé ma table. Monique a répondu sans me regarder que le coin était plus frais pour le bébé et que les vivants avaient la priorité sur les souvenirs. Le cadre était de travers. J'ai protesté. Monique s'est moquée, disant que mes parents étaient bien vivants dans leur village. Isabelle a ajouté qu'une belle fille docile apportait la paix. Le mot docile m'a laissé un goût de cendre. Quelques minutes plus tard, Léo renversait un verre de lait sur un gâteau d'exposition. Quand j'ai poussé un cri, Monique m'a hurlé dessus pour avoir effrayé l'enfant. Et Isabelle a lancé avec légèreté qu'il me suffisait de refaire le gâteau, que ça me prendrait 5 minutes. Le soir, Julien est rentré épuisé. Monique s'est empressée de lui dire que j'étais insupportable, parce qu'elle avait déplacé une petite table. Julien m'a apprise à part et m'a chuchoté de tenir bonne encore quelques jours. Un nœud a fermé ma gorge. Je me suis enfermée dans le débarras et j'ai pleuré de colère contre moi-même. Quelques jours plus tard, alors que je terminais un magnifique gâteau de commande facturée 380 € pour un monsieur de 80 ans, le bébé s'est mis à hurler. Monique est descendue, les cheveux en bataille, et a littéralement poussé le bébé dans mes bras alors que j'avais la poche à douille d'une main et que j'étais à côté du four brûlant. J'ai reculé, expliquant que c'était dangereux. Elle m'a fusillé du regard. Elle a craché. Puisque tu ne peux pas avoir d'enfants, t'occuper de ce que les d'autres donnent à cette famille devrait être une bénédiction pour toi. Cette phrase s'est plantée dans mon cœur. Mes mains se sont mises à trembler. En voulant me reculer, mon coude a heurté la plaque sortant du four. Une chaleur atroce a traversé mon poignet. Des biscuits se sont écrasés au sol. Et ma manque a ruiné la décoration du gâteau d'anniversaire. La douleur m'a arraché des larmes. À cet instant précis, la porte d'entrée s'est ouverte. Julien est apparu. Il a vu la scène, moi au milieu des biscuits cassés, mon poignet rouge vif, Emma, le gâteau écrasé, le bébé hurlant, et sa mère indignée. Monique a commencé à déverser son venin, m'accusant de faire des manières. Julien a regardé ma brûlure. Son visage s'est assombri d'une façon que je ne lui connaissais pas. Ilukov a posé des questions. J'ai répondu par de petits hochements de tête. Je lui ai ordonné mon téléphone pour lui montrer la photo du gâteau ruiné par Léo et un message d'Isabelle. Monique continuait de crier que je devais aider ma belle-sœur. Julien a posé le téléphone sur la table. Le coup n'a pas été fort, mais il a fait taire toute la cuisine. Il a regardé sa mère et a articulé lentement. « As-tu dit aider ou as-tu dit servir ?» Il a ajouté avec une fermeté glaciale qu'il respectait sa mère, mais qu'il ne permettrait à personne de transformer sa femme en domestique dans sa propre
Maison. Il a annoncé qu'il appelait un taxi, qu'il ferait un virement de 8 à 150 € à son frère pour payer une aide à domicile, mais que, dès aujourd'hui, sa femme ne dormirait plus jamais dans un débarras. Monique est devenue folle de rage. Criant qu'il abandonnait sa mère pour une femme, Julien a répondu que ne pas l'abandonner ne signifiait pas me laisser me faire piétiner. J'ai fait un pas en avant, mon poignet me brûlait. Mais ma voix était ferme. J'ai dit à ma belle-mère que je n'étais pas une machine et que je ne pouvais pas tout supporter. 30 minutes plus tard, elle partait en trombe dans le taxi. Ma belle-mère, marmonnant que j'étais une belle fille arrogante, le silence qui a suivi était glacial. Julien m'a mis om la pommade, et m'a demandé pardon. Nous sommes montés nettoyer notre chambre. L'air sentait le talc. En nettoyant le petit meuble classeur où je rangeais les photocopies de mes documents officiels, je me suis figée. La pochette contenant ma carte d'identité, mon livret de famille et mon acte de propriété n'étaient plus à ça, à l'emplace. Le coin était plié. J'ai appelé Julien. Le cœur battant. Il m'a dit de ne rien toucher et de prendre des photos. Le lendemain matin à 10 h, le téléphone a sonné. C'était Monsieur Morel, de la mairie. Marie, je vous appelle pour vérifier quelque chose. La famille 2, votre beau-frère Antoine, a déposé une demande de domiciliation à votre adresse, avec une attestation d'hébergement portant une signature qui ressemble à la vôtre, accompagnée de la copie de votre carte d'identité. La cuillère que je tenais est tombée avec fracas. J'ai dit à Monsieur Morel que je n'avais jamais rien signé. Il a bloqué la procédure. J'ai appelé Julien. Là, que voix tremblante, les pièces du puzzle s'assemblaient. Julien a vérifié les caméras de surveillance du couloir. Sur l'écran, on voyait clairement en pleine nuit Monique entrer avec la lampe torche de son téléphone, sortir mes documents et Isabelle les prendre en photo un par un. Le micro avait capté la voix de Monique. On le domicilie ici pour les écoles. Quand elle s'en rendra compte, ce sera fait. Une maison si grande, c'est du gâchis. Du gâchis, la maison pour laquelle mes parents avaient vendu leur terre. Julien a passé l'après-midi au téléphone. Un livreur est même venu apporter de l'électroménager au nom d'Antoine. Nous avons découvert qu'Antoine devait près à de 420 000 €. Il voulait utiliser notre adresse, l'adresse d'une grande maison avec un commerce florissant, pour rassurer ses créanciers et brouiller les pistes. Ce soir-là, nous sommes allés chez ma belle-mère. J'avais un dossier avec toutes les preuves, l'attestation d'hébergement falsifiée, le bordereau du livreur, les vidéos. Quand ils ont essayé de nier, Julien a mis l'enregistrement audio, et silence a été total. J'ai sorti un papier préparé à l'avance. Il devait signer un engagement écrit annulant la domiciliation, promettant de ne jamais utiliser mon adresse, et s'excusant pour les mensonges qu'Isabelle avait publiés sur le groupe WhatsApp de la famille, en se faisant passer pour une victime jetée à la rue. S'il refusait, Julien a été clair. Je portais plainte pour faux et usage de faux. Vaincu. Antoine a signé. Isabelle, en larmes, a signé. Je n'ai ressenti aucune victoire. Juste un immense épuisement. Quand la confiance est brisée, la seule colle qui reste, c'est un bout de papier signé. Les jours suivants, la vérité a éclaté dans la famille. Les clients sont en revenu. La relation avec ma belle famille n'a plus jamais été la même. Il y a eu un respect forcé. Une distance. Le week-end suivant, nous sommes allés dans les Cévennes. Julien s'est excusé formellement auprès de mes parents
Mon père, que l'a regardé, et lui a dit qu'un homme ne se mesure pas à sa force, mais à sa capacité à défendre sa femme quand elle est attaquée. Ma pâtisserie a refleuri. L'enseigne brillait chaque nuit. La fama, l'intérieur, était la même, mais différente. J'étais toujours bonne. Mais et n'étais plus docile. Comme le disait mon père, une maison ne vous protège pas seulement de la pluie. C'est l'endroit où une femme doit pouvoir vivre en gardant le dos droit. Et heureusement pour moi, quand j'étais sur le point de me courber, mon mari était là pour m'aider à me redresser.